Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 11 juillet. Salut Quentin, salut Gulli, salut Tomoyo, salut Ellie. Comment ça va de votre côté? Ellie qui est depuis la cuisine. Salut, salut. Quentin qui dit j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoute, ça va de mon côté. Bientôt le week-end. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, on va continuer un petit peu le Geveraterpur, le Senjakushu de Ronen dans la traduction du révérend Jérôme Ducor. On a pas mal avancé. On est actuellement dans l'étude du Grand Sutra de Vie Infinie par rapport à ce texte-là. En fait, Ronen va passer en revue les trois sutras, le Grand Sutra de Vie Infinie, le Sutra des Contemplations et ce qu'on appelle le Petit Sutra d'Amida ou le Sutra d'Amida. Et donc là, on est dans le Sutra de Vie Infinie et je pense qu'on va réussir à finir cette partie-là aujourd'hui. Il nous reste en réalité deux chapitres sur le Sutra de Vie Infinie. C'est deux chapitres qui sont relativement courts. Donc normalement, on devrait pouvoir arriver à les caser aujourd'hui. Voilà. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, hop, je vais vous le partager. On va commencer par regarder les passages, attendez, je vais enlever les notes parce que ne servent à rien, hop, les passages qui montrent les bienfaits du Nembutsu basé sur le Sutra de Vie Infinie. Donc là, Ronen, il va commencer par une petite citation du Sutra en lui-même qui nous dit le Bouddha Shakyamuni déclara à Maitreya celui qui entendra le nom de ce Bouddha et en dansera de joie, ne serait-ce qu'en un seul Nembutsu, sache que cet homme obtiendra le grand bienfait. Il sera bardé de mérite insurpassable. Donc il va être question effectivement ici de mérite. Vous allez voir, on va avoir l'occasion de discuter justement de la conception que peut avoir Ronen, en tout cas de ce qui est mis en avant ici dans ce texte par rapport à ce que Shinran va discuter lui-même en termes de mérite. On va voir qu'il il va y avoir à nouveau un petit peu d'écart entre les deux, mais il faut aussi se rappeler que, et c'est vrai que c'est un point sur lequel j'avais peut-être pas des masses insisté, en fait ce texte, le Senjakushu, il n'a pas été écrit directement par Ronen. Il a été écrit par des disciples de Ronen et validé par Ronen derrière. Donc ça peut aussi par moments laisser transparaître l'avis plus personnel de certains de ses disciples. Il n'empêche que Ronen l'a validé. Donc techniquement, il a donné son accord et il n'y a pas de problème avec le contenu. Mais il faut aussi garder des fois un petit peu ça en tête parce qu'on va voir, et on en avait déjà un petit peu discuté, que entre l'interprétation de certains des disciples de Ronen et de Shinran, il y a des grosses différences, notamment en ce qui concerne cette histoire de quantité de Nembutsu à réciter versus l'aspect plus qualité du Nembutsu. On va avoir l'occasion d'en rediscuter. Et oui, on en danse de joie, en mode Spider-Man, là, en mode Fortnite, là, tu fais la petite danse de joie à la fin, là, quand tu as eu la victoire. Là, c'est pareil, tu obtiens le grand bienfait, mais tu en danses de joie. Les hymnes de vénération de Shandao disent, donc il revient à nouveau, Ronen à nouveau insiste beaucoup sur Shandao. Shandao, c'est vraiment pour lui le maître de la terre pure le plus important. C'est celui qui lui a d'une certaine façon provoqué une espèce d'éveil à Ronen. Ronen qui a lu plusieurs fois le canon bouddhiste, incluant du coup les commentaires, et qui cherchait cette méthode qui pourrait permettre à tout le monde de se libérer. Et à force de lire, il y a un moment, un passage de Shandao qui lui a fait tilt comme ça, il s'était oh c'est ça. Et c'est pour ça que du coup Shandao garde toujours cette grande importance pour Ronen et qui va beaucoup le citer dans ce texte-là. Et donc les hymnes de vénération de Shandao disent « Ceux qui entendront le nom de ce Bouddha Amida et s'en réjouiront, ne serait-ce qu'en un seul Nembutsu, iront tous naître là-bas. » Donc là, ici, on a la même idée, ne serait-ce que d'ailleurs le fait, et ça c'est intéressant ici, le fait ne serait-ce que d'entendre le nom et de s'en réjouir, ne serait-ce qu'en un seul Nembutsu, iront tous naître là-bas. Ici, Shinran aurait cette interprétation de dire que le fait d'entendre le nom du Bouddha et de s'en réjouir, c'est parce qu'en fait, ce nom est dirigé par le Bouddha et que c'est grâce à la force du Bouddha qui est dirigée vers nous que, on peut renaître dans la terre pure. Et cette joie, ce serait la joie justement de Shinjin, la joie de cette foi qui est tournée vers le Bouddha. Commentaire personnel de Ronen par rapport à tout ça. Question. Le passage sur les trois groupes cités plus haut. Donc, rappel, la semaine dernière, on avait discuté des trois groupes, des trois classes d'êtres qui vont renaître dans la Terre pure. Il y a un peu cette classification, autant dans le Grand Sutra que dans le Sutra des Contemplations, où cette fois-ci, il n'y a même plus trois classes, il y en a 9. On a eu l'occasion d'en parler la semaine dernière.
Des sortes de classes de pratiquants, de la plus méritante jusqu'à la moins méritante, qui vont pouvoir atteindre la naissance dans la terre pure. On va avoir l'occasion aussi de reparler un petit peu de cette histoire de classe, parce que c'est en soi assez intéressant. Ronen va en discuter dans ce chapitre-là. Je vous apporterai aussi un peu l'interprétation de Shinran par rapport à ça. C'est assez intéressant. Donc, rappel, donc, c'est ce que je disais, donc, il y a 3 groupes d'êtres qui vont naître dans la terre pure, des plus méritants, à ceux qui vont faire plein de mérites, en gros des moines, hein. La classe intermédiaire, qui est, on va dire, des bons laïcs, et la classe inférieure, qui est les gugus normaux qui peuvent pas faire grand-chose, mais qui, du coup, vont quand même pouvoir atteindre la naissance dans la terre pure grâce au Nembutsu. Et Ronen avait discuté dans le chapitre d'avant qu'on a vu la semaine dernière, que justement, ce qui caractérisait le lien entre ces 3 différentes classes, c'est justement la commémoration du Bouddha. C'était ça le lien entre les 3 classes. Donc le passage sur les 3 groupes cités plus haut dans le chapitre 4 mentionne non seulement les mérites du Nembutsu, mais aussi ceux des autres pratiques, comme la pensée de l'éveil, etc. C'est ce qu'on avait discuté la semaine dernière. Pourquoi le Sutra de vie infinie ne loue-t-il pas les mérites de ces dernières et fait-il uniquement l'éloge des mérites du Nembutsu? C'est-à-dire, en gros, pourquoi est-ce que ce fameux passage, qui d'ailleurs, hein, c'est important, je ne l'ai pas précisé ici, c'est un passage en fait qui est vers la fin du Sutra. Là, je vous ai mis ici, hop, pardon, c'est là, hop, je vous ai mis ici le Grand Sutra de vie infinie. Ce passage apparaît au chapitre 27 et on est vraiment littéralement à un chapitre de la fin. Voilà, c'est vraiment c'est l'avant-dernier chapitre du sutra. Donc et c'est important d'avoir vraiment cette idée. Ah, Gulli, tu dis j'ai une voix d'ASMR. Je crois que je me demande si je suis pas un peu malade en fait. Je commence à avoir mal à la gorge. Et alors c'est soit je suis peut-être plus près de mon micro que d'habitude, mais c'est soit j'ai un problème de micro quelque part. Euh, ah, ou je parle plus doucement peut-être. C'est possible. Bonjour à tous. On va parler du Bouddha aujourd'hui. Ah, attendez. Alors, je vais essayer de parler plus. Mais normalement, attendez. Non, au niveau micro, ça doit être bon. C'est juste moi qui parle pas assez fort, non? Ouais, c'est ça. Ok, je vais essayer de parler plus fort. Désolé. Ah oui, non, c'est vrai, je suis un peu moins en forme. Je suis désolé, je suis un peu moins en forme que d'habitude. Donc, je disais, en fait, on est vers la fin du sutra, ça va avoir son importance parce qu'en fait, ce que va discuter Ronan ici, c'est de dire, du coup, voilà, pourquoi est-ce que du coup, à ce moment-là, on ne fait que les mérites du Nembutsu? Pourquoi est-ce qu'on laisse tomber les autres? Et la réponse qu'il va apporter, c'est, bon, déjà, l'intention de Shakyamuni, l'intention du Bouddha, hein, qui prêche le sutra, un petit peu difficile à sonder. Et bien entendu, on n'a pas la sagesse d'un Bouddha, on ne peut pas forcément tout savoir de ce qui se passe dans la tête d'un Bouddha, on ne peut que spéculer. C'est certainement une intention profonde. Je me contenterai d'en parler en m'appuyant sur la seule interprétation de Shandao, hein, le Oji Sensei Shandao. Fondamentalement, l'intention du Bouddha était d'exposer directement la seule pratique du Nembutsu. Là, Ronen, il fait déjà un petit move rhétorique en disant, effectivement, son but dans ce sutra, c'est de parler du Nembutsu. Néanmoins, en s'adaptant aux facultés des êtres, il exposera dans un premier temps les pratiques diverses comme la pensée des êtres et opérera les distinctions de profondeur entre les 3 groupes. On sent ici cette idée un petit peu de moyen adapté en disant, en s'adaptant aux facultés des êtres, il va essayer d'une certaine façon de les attirer en disant non, mais il y a aussi d'autres pratiques qui peuvent être intéressantes pour au final leur montrer que c'est le Nembutsu qui est important. Et c'est ce qu'il dit ici. Cependant, à ce point de la conclusion du sutra, puisque effectivement à ce niveau-là, on est globalement vers la fin, on est au niveau 27, chapitre 27 sur 28 de la deuxième partie, on est vraiment tout au bout du sutra. Et il dit donc à ce niveau-là du sutra, à la conclusion du sutra, le Bouddha a d'ores et déjà abandonné les pratiques diverses, il ne les loue plus, puisqu'il les a délaissées, il n'y a plus à en discuter. Le Bouddha n'a finalement sélectionné que la pratique unique du Nembutsu, et c'est donc elle qu'il loue ici. Donc c'est vraiment comme si on avait cette idée que le Bouddha parle de plein de pratiques au début pour attirer les êtres et finalement leur montrer que la pratique qui est vraiment efficace, c'est le Nembutsu, vu que c'est celle qui finalement est réutilisée aussi au niveau de la conclusion. Et c'est vrai que ça reste, mine de rien, un des fils rouges de tout ce sutra qui apparaît à différents moments. Voilà, interprétation assez intéressante à ce niveau-là. Il faut donc bien réfléchir à cette distinction. Si nous distinguons les 3 groupes en fonction du Nembutsu, il y a 2 interprétations. Attendez 2 secondes. Je ne sais pas si vous avez vu le... Ah si, vous l'avez vu le message là qui vient d'être posté. Attendez. Hop. Bonjour. Au revoir. C'est un message de pub.
il faut bien réfléchir à cette distinction. Donc, si nous distinguons les 3 groupes en fonction du Nembutsu, il y a 2 interprétations. Distinction selon la profondeur du Nembutsu contemplatif et distinction selon le nombre de récitations du Nembutsu jaculatoire. Alors, j'aime pas beaucoup ce terme, c'est un terme qu'utilise Jérôme, le traducteur, le révérend Jérôme Ducor, pour parler du Nembutsu vocal, le Nembutsu récité. Je suis pas ultra fan de la sonorité. Moi, j'aurais tendance plutôt à dire naturellement hein, le Nembutsu récitatif, le Nembutsu voilà, le Nembutsu parlé, le Nembutsu récité, le Nembutsu récitatif, c'est un peu mieux que le Nembutsu jaculatoire. Je veux pas me faire ban de Twitch, s'il vous plaît. Please don't ban me. I've done nothing wrong. Et donc, pour ce qui est du Nembutsu contemplatif... Ah, test, t'as eu un lag. Ah, attendez, hop, back. Oh, décidément aujourd'hui. Pour la profondeur du Nembutsu contemplatif, il en va comme dans le passage de la somme de Genshin cité plus haut. Si on pratique le Nembutsu comme nous l'avons expliqué, il correspond en principe aux êtres supérieurs de la classe supérieure. Honnêtement, je ne suis pas clair avec ce passage-là exactement ce qu'il veut dire, parce qu'il ne revient pas des masses dessus. Moi, de base, quand on parle de Nembutsu contemplatif, la façon dont je l'imagine, c'est le Nembutsu qui est plutôt porté sur la commémoration, enfin le fait de penser au Bouddha, hein, parce qu'à la base, Nembutsu, nous, on a toujours tendance à le limiter au concept de Nembutsu récité. C'est d'ailleurs le sens que, on va dire, ça a pris dans la culture plus populaire. Mais de base, Nembutsu, hein, c'est littéralement Nen Butsu, c'est penser au Bouddha. Et donc, il y a des possibilités de pratiquer le Nembutsu qui sont plus des possibilités en termes de contemplation, des possibilités contemplatives, où on va visualiser le Bouddha, la terre pure, et notamment de la façon qui peut être décrite dans le Sutra des contemplations. Je ne sais pas si c'est de ça qu'il est question quand il parle de ce point, parce que vraiment, il y a juste ça, ce paragraphe, et après, il n'en reparle plus. Et même en se référant au passage plus haut, page 102, ça n'a pas forcément non plus beaucoup plus d'explications. Donc, je ne sais pas s'ils veulent dire par là la profondeur du Nembutsu, de la pensée du Bouddha, la profondeur de la récitation, je sais pas. Je sais pas exactement ce qu'il veut dire par là. Ça n'a pas non plus énormément d'importance en vrai, hein, mais voilà. Quand je l'ai relu, j'ai essayé de réfléchir vers où il voulait aller. Et honnêtement, je ne sais pas. Par rapport à ça, je ne sais pas. Mais par contre, ce qui va être intéressant, c'est surtout le passage après. C'est peut-être un terme suisse. C'est possible. Ah, finesse. Alors arrête le live de Greg quand les parents rentrent dans la pièce. Le Nembutsu jaculatoire. Je sais pas pourquoi il utilise ce terme. Enfin, oui, mais c'est le terme technique, il a raison, mais après, je sais pas. C'est pas. Je sais pas, c'est pas très délicat. Et donc, justement, concernant le nombre de récitations du Nembutsu jaculatoire, le passage sur le groupe inférieur, donc là, c'est le groupe, vraiment, parmi les 3 groupes du Grand Sutra, c'est le groupe qui est le plus bas, hein, donc c'est vraiment le groupe des losers, hein, le groupe pas des moines, le groupe pas des bons laïcs, le groupe des touristos. Donc, parmi le groupe des touristos, eh bien, on mentionnait déjà, et aussi notamment dans le groupe de la classe inférieure dans le Sutra des Contemplations, hein, donc vraiment la classe des losers parmi les losers, hein, les pires losers, eh bien on mentionnait effectivement déjà cette idée de Nembutsu. On en avait parlé, hein, c'est vraiment ce passage qui est extrêmement connu, je le recite une fois, dans le Sutra des Contemplations, où donc on vous dit il y a 9 classes d'êtres, hein, 3 classes supérieures, 3 classes médium, 3 classes inférieures, et dans la classe inférieure, il y a vraiment la classe inférieure de la classe inférieure, donc vraiment les losers des losers, où on nous dit, on nous donne l'exemple d'une personne qui a fait le mal toute sa vie, qui, au moment de mourir, rencontre un ami de bien qui lui dit Gars, t'es mal barré, vu ce que t'as fait, tu devrais peut-être te tourner vers le Bouddha, contempler le Bouddha, justement pratiquer la contemplation du Bouddha. Et en fait, cette personne, elle est tellement corrompue qu'en fait, elle n'est pas vraiment capable de faire ça. On peut imaginer qu'elle est aux portes de la mort, qu'elle est mal dans tous les sens du terme. Elle ne peut pas faire ça. Et donc, son ami de bien, qui se rend compte de cette situation, lui dit, écoute, si t'es pas capable de faire ça, c'est pas grave. Récite Jinembutsu et tu pourras renaître dans la terre pure. Et donc, c'est vraiment devenu l'exemple typique en Chine des personnes qui sont les moins bonnes possibles, mais qui peuvent quand même être sauvées grâce au mérite de Jinembutsu. Donc, c'est de ça dont on parle ici, hein.
Alors Quentin, te rassurer, je ne connaissais pas ce mot avant de lire enfin, j'en connaissais un autre qui ressemble, mais je ne connaissais pas ce mot tel quel avant de lire les textes traduits par Jérôme, du coup. Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, c'est parce que tu crois, maman, que dit Gulli. Aïe, 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 aïe. Ellie qui dit, ça me fait beaucoup penser au live Discord de lundi sur le 18e vœu. Oui, oui, complètement, ouais. On est complètement dans le même thème, hein. Tout à fait. C'est pas très très surprenant. C'est vraiment on est vraiment dans la même idée ici. Et donc ce qu'il dit, c'est que justement par rapport à ça, donc pour cette classe inférieure de la classe inférieure, vraiment les losers des losers, on mentionnait déjà 10 Nembutsu ou même un seul Nembutsu. Pour le groupe supérieur et le groupe moyen, ce nombre sera augmenté proportionnellement. C'est là où il va aller sur un terrain qui est intéressant et sur lequel, pour le coup, on voit une nette différence par rapport à la philosophie que va développer Shinran derrière. Shinran, rappelle, hein, c'est un des disciples de Ronen, mais donc plusieurs des disciples de Ronen ont formé différentes écoles de la Terre pure. Donc on a différentes écoles de la Terre pure attribuées à différents disciples de Ronen. À part Shinran, ils sont globalement tous dans ce qu'on appelle le Jōdoshu. Donc c'est vraiment l'école qui dépend, qui part de Ronen. Donc c'est l'école de Ronen, mais déclinée sous différents aspects par différents de ses disciples. Et c'est vraiment, quand on parle de disciples ici, c'est vraiment les disciples qui étaient des disciples directs de Ronen. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est fait quasi immédiatement, en tout cas les disciples de ces disciples-là. Mais ils sont tous relativement cohérents et donc ils vont tous ensemble d'une certaine façon. Donc ils ont tous d'un côté une sorte de fondateur qui est un disciple de Ronen et Ronen en personnage vraiment voilà. C'est ce qu'on appelle Jōdoshu. Et Jōdo Shinshu, donc c'est la branche qui part de Shinran. Et en fait, de base, Shinran n'a jamais voulu faire quelque chose de séparé par rapport à son maître, mais il n'empêche qu'il est tellement différent sur pas mal de points que, avec le temps, eh bien, l'école s'est séparée des autres branches et des autres disciples de Ronen et a fini par former une école à part qui s'appelle donc Jodo Shinshu. Et bien sûr, dans les grands temples, on a aussi un portrait de Ronen. Ronen est considéré comme un des 7 patriarches du Jodo Shinshu, mais il n'a pas non plus l'aura aussi importante qu'il peut l'avoir dans les écoles Jōdoshu. Ou dans l'école Jōdoshu, ça va vraiment être vraiment une des figures les plus centrales. Dans le Jodo Shinshu, ça reste Shinran, la figure centrale, et Ronen fait juste, entre guillemets, juste partie des 7 patriarches. Donc il y a quand même un certain décalage là-dedans, parce qu'on estime dans le Jodo Shinshu que les apports de Shinran sont suffisamment importants pour mériter d'avoir vraiment une place à part. Voilà. Et donc on va revenir justement par rapport à ça, parce que ce dont il était question ici, hein, pourquoi je parle de ça, c'est qu'il dit, donc on a le groupe moyen, le groupe des losers qui mentionne 10 Nembutsu, voire peut-être même un seul Nembutsu. Et pour le groupe supérieur et le groupe moyen, ce nombre sera augmenté proportionnellement. Voilà ce qu'il explique. La méthode de contemplation de Shandao dit: journellement, vous prononcerez 10 000, combien 10 000 Nembutsu, et vous célébrerez les hymnes de vénération des ornements de la terre pure en respectant les heures, avec une grande énergie. Ceux qui prononcent le Nembutsu 30 000, 60 000 ou 100 000 fois sont tous des êtres supérieurs de la classe supérieure. Combien? Nous savons donc qu'à partir de 30 000 Nembutsu par jour, il s'agit de l'acte des êtres supérieurs de la classe supérieure, et moins de 30 000 Nembutsu contient l'acte de ceux qui sont en dessous de la classe supérieure. Il est donc clair que la gradation des classes est fonction du nombre plus ou moins grand de Nembutsu récités. Et là, ça commence à être marrant, parce qu'on commence à arriver vraiment dans cette histoire de calcul de mérite. On est en train de se dire, alors attends, si je veux faire partie de la classe supérieure, il faut que je récite 30 000 Nembutsu par jour. Donc, je vais essayer d'organiser mon emploi du temps. 30 000 Nembutsu par jour, divisé par 60 pour savoir combien je dois en réciter. Ouais. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Ronen, de son côté, il est connu pour avoir récité le Nembutsu, en tout cas dans des périodes où il était dédié à ça, où il se dédiait lui-même à ça, réciter le Nembutsu 60 000 fois par jour. Il le faisait. Pour Shinran, tout ça, alors je vais le dire un peu crûment, mais c'est un peu du bullshit.
En fait, à nouveau, hein, Shinran, lui, il va jamais mettre l'accent sur le nombre de récitations, il va mettre l'accent sur la qualité de la récitation. Donc pour lui, l'important, c'est le cœur qui est tourné vers le Bouddha, et la récitation du Nembutsu sert derrière à rendre hommage au Bouddha. Elle n'est pas là pour gagner des mérites. Et cette histoire de classe, pareil pour Shinran, en fait, on s'en fout complètement parce que peu importe le nombre de Nembutsu qu'on aura récité, à partir du moment où on s'est tourné vers le Bouddha, qu'on l'a récité une fois d'un cœur sincère, en s'en remettant de tout cœur au Bouddha, alors on atteint la naissance dans la terre pure, peu importe qu'on l'ait récité 100 millions de fois ou qu'on l'ait récité une seule et unique fois à ce moment-là. Et cette naissance dans la terre pure, c'est l'équivalent du nirvana, elle est la même pour tout le monde. Donc en fait, il y a pour Shinran, en fait, il n'y a pas de différence de classe au niveau de la terre pure en elle-même. Ce serait pas possible, justement, dans la terre pure. Il y a même des vœux qui décrivent la terre pure en disant on a tous le même corps, on est tous pareils, on a tous la même couleur de peau, on a tous les mêmes mérites. Donc, comment est-ce qu'il pourrait y avoir des classes d'êtres dans la terre pure? Donc, la logique ici, ce serait de dire en fait, ces classes d'êtres, elles n'auraient peut-être qu'un intérêt dans cette vie-ci. Et alors, du coup, c'est quoi le réel intérêt, en fait? C'est la question qu'on peut se poser. Ça sert à quoi? La façon dont moi je le vois, si je me mets dans l'autre sens, hein, pour me retourner à nouveau vers Ronen, c'est que il y a un peu un aspect de ce qu'on appellerait de la gamification. Est-ce que je sais pas si vous êtes un peu familier avec ce terme-là? C'est un terme qu'on utilise notamment dans tout ce qui est euh, dans tout ce qui va être éducation, entre autres, mais pas que. Hein. On va le retrouver aussi dans les jeux vidéo, dans pas mal de choses. La gamification, c'est le fait de créer des objectifs et des buts à atteindre, comme dans un jeu en fait, hein, des objectifs, des buts à atteindre, des trucs particuliers pour vous accrocher un peu plus à ce que vous êtes en train de faire. Donc par exemple, dans le cas d'un jeu vidéo, hein, ça va être typiquement un jeu vidéo qui va, ça va être des succès Steam par exemple, hein, sur Steam, ça va être les succès Steam pour vous dire ah tiens je vais essayer de débloquer tous les succès Steam, j'ai passé plus de temps sur le jeu. On va retrouver ça aussi dans le domaine de l'éducation avec l'exemple typique de Duolingo. Duolingo qui va vous foutre un peu la pression, mais qui va vous donner des objectifs en disant « Ah là, mais tu veux pas perdre là, t'as ta série de 157 jours consécutifs, tu veux pas perdre ta série de 157 jours consécutifs, ce serait dommage et tout. » Ça, c'est ce qu'on appelle de la gamification. Et on retrouve vraiment ce même concept ici avec cette histoire de classe supérieure en disant « Mais vas-y, gras, tu peux... Pourquoi est-ce que tu n'essaierais pas d'atteindre la classe supérieure de la classe supérieure? Tu veux pas être genre tu veux pas rejoindre cette classe là où on est des foufous du Nembutsu là? Duolingo se fout du bus, c'est ça. Et il y a un peu pour moi cette même idée, c'est d'essayer de tirer d'une certaine façon les pratiquants vers le haut par rapport à ça. Avec l'inconvénient que ça fout une pression aussi, quoi, en disant vas-y, mais du coup, ça crée de la hiérarchie au niveau des pratiquants, hiérarchie que on ne retrouve pas chez Shinran. Shinran, pour lui, de toute façon, on est tous des losers, donc à quoi bon faire de la classification de loser? T'es un loser, tu es né loser, tu mourras loser. On n'a vraiment pas de classification. Et Shinran a vraiment cet aspect très anarchiste là-dessus, on est tous égaux, il y a pas de... On a tous l'impression qu'on est bon, mais on est tous mauvais. Donc, partant de là, paf, ça sert à rien d'avoir ces classifications. Mais voilà, donc c'est quelqu'un typiquement qui a un attrait pour la gamification qui est relativement faible. Il y a des gens qui sont pas du tout sensibles. Typiquement, moi, ça me passe au-dessus d'une force. Je m'en fiche royalement. Mais il y a des gens la plupart des gens, on va dire même, ils sont assez sensibles. Et donc là, il y a un peu cette idée-là de dire, mais vas-y, essaye de monter dans la classe supérieure, quoi. Voilà, c'était un petit aparté par rapport à ça, mais aussi pour montrer que Shinran, lui, d'une certaine façon, il va vraiment rejeter cette approche. Rejeter cette approche de dire tu calcules. Tu es en train de calculer. Là, gros, tu es en train de te dire ah ouais, ah mais merde, aujourd'hui, hier, j'ai récité que 5000 Nembutsu. Ah, je risque de retomber dans la classe inférieure. Ce serait peut-être cool que j'en récite 57 000 aujourd'hui pour remonter dans la classe supérieure. Shinran, il dirait mais tu fais quoi là en fait? Ça sert à rien, hein. Concrètement là, tout ce que tu fais là ne sert à rien, hein. T'es juste en train de mettre ton ego en avant et de te stresser avec ça, alors que la seule chose que tu devrais faire, c'est juste te tourner vers le Bouddha et t'en remettre à lui, et puis le remercier pour ses bienfaits, et puis aller boire un coup avec tes copains, quoi. En gros, hein. Voilà, c'est un peu deux approches différentes, et à nouveau, c'est cette approche un peu quantitative versus qualitative. Pour Shinran, ce qui est important, c'est Amida, c'est ce qu'Amida nous apporte. C'est pas notre pratique en tant que pratiquant, c'est pas notre grinding du Nembutsu, quoi. On va pas grinder comme ça le Nembutsu en essayant d'en réciter un maximum, quoi.
Voilà. Donc voilà, un petit peu le mais on va y revenir parce que justement, c'est enfin, tout ce chapitre-là, pour Shinran, il devait être genre et à la fin de sa vie, il devait être je suis pas très d'accord, quoi. C'est ça. Et du coup, je regarde un peu ce que vous m'avez mis, hein. Faut pas avoir une baisse de forme avec un planning pareil. Ouais, non, mais c'est démentiel. 60 000 Nembutsu par jour. Bah, de toute façon, c'est simple, c'est démentiel. Tu te dis une heure, c'est donc 60 minutes. Donc, ce qui veut dire que le Nembutsu, si tu en récites. Attends, non, je suis nul en calcul. Si tu arrives à en réciter 100 par minute, donc à peu près enfin, plus de 1 par seconde, je fais des calculs. 100 par minute. Ça veut dire que par heure, tu en récites 6 000. Ça veut dire que pour en réciter 60 000, il faut que tu passes 10 heures dans ta journée. Waouh. Violent quand même, hein. T'imagines? Et Gulli qui dit quand tu répètes un truc non-stop à ce moment-là, tu deviens zinzin. Le but, c'est pas de se sentir léger et bon comme un petit papillon. Au final, tu finis à l'asile. Bah, c'est une pratique, hein, c'est une pratique en soi. Et à nouveau, ça répond, je vais revenir après, mais ça répond aussi à deux problématiques de deux types de personnes différentes. Il y a des personnes qui ont besoin d'un. Et ça, je veux dire, c'est comme ça. Et c'est pas une critique, c'est un fait. Il y a des gens qui ont besoin d'un cadre. Il y a des gens, ils ont besoin d'un cadre vraiment très formel, très clair, où tu leur dis écoute, gros, si tu veux renaître dans la terre pure, franchement, tu te cales, tu récites tes 1000 Nembutsu par jour tous les jours et voilà. Et il y a des gens, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'une règle qui est fixe, inchangeable, qui est voilà définie clairement, qui leur donne la voie. Il y a des gens qui aiment pas avoir la liberté de faire des trucs. Ça les stresse. Ils veulent qu'on leur dise comment faire et puis qu'une fois que c'est dit, c'est fait et voilà. Il y a d'autres gens qui, au contraire, si tu leur dis ça, ils pètent un câble parce qu'ils sont trop un peu anarchistes et puis, enfin comme ça dans leur tête quoi. Ils ont besoin de cette liberté. Ils ont besoin de ce côté plus personnel, cette relation qu'on va avoir avec Amida. Et ils n'ont pas juste envie d'une règle débile qui n'a aucun sens. Dans pourquoi 1000, pourquoi 10 000, pourquoi 5000 quoi. Donc il y a un peu cette. Et puis bien sûr, il y a énormément d'entre-deux. Hein. Je caricature très fortement, mais il y a quand même, voilà, on peut pas critiquer en fait, parce qu'il y a des gens qui ont besoin, qui vont avoir ce besoin-là. C'est un fait, c'est comme ça. Il y a des gens, si tu les laisses trop libres en disant non, mais en fait, c'est que toi et ta relation Amida, les gens ils sont oui, mais enfin, du coup, je fais quoi en pratique? En pratique, je fais comment, s'il vous plaît? Il y a un truc que je dois faire spécifiquement, précisément, avec des règles, s'il vous plaît. Voilà. Avec Gilly qui dit j'ai littéralement sursauté quand t'as prononcé le nom de Duolingo. Ouais, ouais il me fait rire. Attends, l'application là en ce moment. Parce que Sophie en fait aussi, là, ma femme en fait elle fait de l'espagnol sur Duolingo. Et c'est taré, ils ont fait en sorte que l'application en elle-même, le logo change si t'es à la bourre par rapport à tes révisions. Si t'es à la bourre par rapport à tes révisions, le logo de la chouette, il devient genre rouge avec des yeux comme ça, t'as l'impression qu'il va te buter. C'est incroyable. Ils sont assez drôles avec ça. En vrai, moi je trouve ça marrant, mais c'est juste que ça n'a pas vraiment d'effet sur moi en fait. C'est ça, Abut est censé être amusant, exactement, ouais. Et Tomo était pas fan de Duolingo non plus, mais ouais, genre, moi, après voilà, c'est sympatoche. Mais faut pas espérer apprendre vraiment une langue complètement avec Duolingo. C'est plus un espèce de petit jeu qui permet d'apprendre quand même un peu de choses, mais ça reste limité, hein, franchement. Ça reste limité, quoi. Et je regarde. Et Eli qui dit heureusement que je compte pas le nombre de Nembutsu que je dis, je pense, j'utilise comme un mantra, si on peut dire, pour me calmer. Mais ça peut être une bonne façon d'utiliser. Mais de toute façon, le fait de se rajouter un but. Après, voilà, c'est comme ça. Je veux dire, typiquement, dans les branches chinoises, bon, Epony n'est pas là, c'est dommage, elle pourrait en parler un peu plus, mais dans les branches chinoises, ça arrive effectivement qu'ils se donnent des buts. Après, ça peut être des buts qui sont beaucoup plus atteignables, type 100 Nembutsu par jour. Je veux dire, n'importe qui peut faire 100 Nembutsu par jour. Mais Shinran, pour lui, le simple fait de mettre un but, c'est du calcul personnel. Tu n'es plus dans le lâcher-prise envers Amida, tu es encore en train de te dire, allez, putain, si j'ai pas atteint mon objectif, là, j'ai pas réussi, quoi. C'est vraiment, si je n'ai pas atteint mon objectif, je n'ai pas réussi. Et Shinran, il serait genre, oui, bah, c'est je, quoi. C'est moi, quoi. C'est ça. Ah oui, t'imagines Gulli qui dit après, t'es en mode j'en suis à combien j'ai perdu le compte, va falloir que je recommence à compter. Non mais arrête. C'est pour ça qu'ils avaient des chapelets, hein, parce que sinon tu pètes un plomb. Hein. 60 000, il te faut un truc pour pouvoir les compter. Hein. C'est ça. Et Gulli qui dit c'est comme à l'école quand. Ouais, c'est ça, quand on te fait tout apprendre par cœur sans t'expliquer. À la fin, tu réussis le contrôle, tu fais le taf, mais en réalité, ton travail a aucune valeur et dès que t'arrêtes de réciter par cœur, il reste plus rien. Ouais. C'est ça.
Ouais, bah ouais, en fait, Tomoyo, c'est vraiment, tu as des systèmes pour compter. En fait, c'est les chapelets. Mais c'est des chapelets qui sont. Alors, je sais pas dans le bouddhisme chinois comment ils les utilisent, mais dans le bouddhisme japonais, tu as vraiment des chapelets complexes qui permettent de compter avec. C'est des chapelets qui sont. En fait, tu as deux chapelets qui sont l'un attaché à l'autre. Il y en a un qui permet de compter, je crois, les dizaines ou centaines, et l'autre bah, qui permet juste de compter comme ça normalement. Et après, tu as des billes en bas que tu peux bouger pour compter les milliers, les dizaines de milliers, etc. Ouais, tu as tout un système. Ton chapelet est un calcul, c'est un abac, hein. Ton chapelet est un abac. C'est une calculette, voilà, qui te permet de compter parce que sinon, bien sûr, tu ne peux pas arriver à compter ton nombre de Nambutsu jusqu'à 60 000. Ou alors sinon, il faudrait que tu fasses Namo Amida Butsu 1, Namo Amida Butsu 2, Namo Amida Butsu 3. Et Sophie qui dit le hante mes nuits, Duolingo. Il est incroyable. C'est ça. Et Thomas qui dit le gros problème pour moi, c'est qu'on apprend des phrases toutes faites qu'on peut pas vraiment replacer telles quelles. Du coup, je l'utilise comme outil de révision. Oui, à Duolingo, oui, c'est un peu son gros souci, c'est ça. C'est qu'en fait, ils vont pas vraiment t'apprendre correctement de la grammaire en fait. Ils vont t'apprendre des éléments tout faits, ils vont t'apprendre du vocabulaire dans un ordre plus ou moins aléatoire, mais t'as pas la structure que tu peux avoir dans une véritable méthode. Voilà. D'ailleurs, ma femme Sophie sort un livre de japonais qui est précommandable. Voilà, elle sort un livre, je n'ai pas fait de commande pour son livre pour l'instant, il faudrait que je le fasse. Elle est en train de sortir une méthode de japonais qui va sortir fin août. Voilà, mais il est déjà précommandable sur Amazon, la Fnac. Si vous tapez Objectif Japon, voilà, vous pourrez le trouver. Et oui, t'as raison, Tomoyo, il y a aussi ça. Effectivement, Eponine nous avait montré sur Discord des feuilles à poinçonner. En fait, ça, c'était plus gamification, de la gamification pure. On en parlait tout à l'heure, hein, où j'ai plus le contexte exact, Eponine pourrait leur donner, mais en gros, l'idée, je crois que c'était pour le mois prochain ou un truc comme ça, le temple d'Eponine, hein, qui est donc un temple de la terre pure chinoise, leur avait proposé de faire ce petit challenge de devoir réciter, je pense que c'était peut-être 1000 Nembutsu ou 100 ou 1000, je sais plus. Et donc ils avaient une carte à poinçonner, et à chaque fois qu'ils récitaient le Nembutsu, eh bien ils pouvaient le poinçonner. Et à la fin, le but c'était d'avoir la carte entièrement poinçonnée, ce qui est 100% de la gamification comme on parlait tout à l'heure, hein. C'est vraiment rendre le Nembutsu sous forme d'un jeu avec un objectif à atteindre et quelque chose en plus que tu peux montrer en disant j'ai bien réussi. Très 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 fortement de la gamification pour pousser un peu leurs pratiquants à réciter le Nembutsu un certain nombre de fois. Voilà. Greg en présentateur téléachat. Et donc voilà un magnifique livre de japonais. Il coûte 24 €. Il est disponible à partir de fin août. Sophie a mis tout son savoir. Non, vraiment, il est cool le livre. Je vous le conseille, bien entendu. Et donc, j'ai fait un long aparté. J'ai fait un très long aparté là-dessus, mais je trouvais que c'était intéressant. D'ailleurs, peut-être on peut se mettre un emoji tunnel / Duolingo. Et donc, voyons maintenant l'Embutsu. Le concept de l'expression d'un seul Nembutsu mentionné dans la citation du sutra au début du chapitre. Parce que, rappel, au début du chapitre, on avait quand même cette phrase qui était importante, qui était « Celui qui entendra le nom de ce Bouddha et en dansera de joie, ne serait-ce qu'en un seul Nembutsu, sache que cet homme obtiendra de grands bienfaits, il sera bardé de mérites insurpassables. » Donc on était quand même sur la base en train de discuter du principe qu'un Nembutsu, ça apporte énormément de mérites. Je vais vous donner dès le départ ici comment Shinran interpréterait ce passage. Ensuite, on va voir ce que Honen en dit ici, parce que à nouveau, la différence va être assez flagrante entre les deux. Shinran, quand il voit un passage comme ça, la façon dont lui, il le comprend, c'est de dire « Celui qui entend le nom de ce Bouddha, mais j'en avais parlé au début du live, hein, et en danse de joie, ne serait-ce qu'en un seul Nembutsu, sache que cette période obtient un grand bienfait. » Ici, le grand bienfait, c'est le fait d'atteindre la naissance dans la terre pure. Celui qui entend le nom de ce Bouddha en danse de joie, en fait, c'est l'expérience de Shinjin, c'est-à-dire c'est le moment on s'en remet de tout cœur au Bouddha Amida. À ce moment-là, on ressent une joie immense, puisqu'on ressent vraiment la compassion absolue du Bouddha qui brille sur nous et sur tous les êtres. Donc on ressent une énorme joie. On entend à ce moment-là le nom du Bouddha, Namo Amida Butsu, et on le récite une fois. Et à ce moment-là, du coup, on a atteint le grand bienfait, qui est en fait le plus grand des bienfaits, le mérite insurpassable, qui est simplement les mérites du Bouddha qui nous sont transférés et qui font que notre naissance dans la terre pure est fixée. Donc en fait, on n'a pas à s'inquiéter de ce qui se passe après, même si là, d'un coup, on se prend un piano sur la tête, on a atteint la naissance dans la terre pure. C'est ça le grand bienfait pour Shinran. C'est cette
Ce sont ces mérites qui sont transférés par le Bouddha qui font que dès cette vie, on est certain d'atteindre la naissance dans la terre pure. C'est cette expérience de Shinjin. C'est ça les mérites. On va voir ici, il va être question de choses un petit peu différentes quand Honen va en parler ici. Je suis allé beaucoup trop loin. Le Nembutsu unique. Voilà comment Honen va expliquer ici. Donc l'expression Nembutsu unique, elle renvoie à l'expression un seul Nembutsu dans le passage de l'accomplissement du vœu du Nembutsu cité plus haut. Donc on en avait discuté, c'est un autre passage qui dit à peu près la même chose, ainsi qu'à l'expression un seul Nembutsu mis en lumière dans le passage sur le groupe inférieur. Ce qu'on a discuté la semaine dernière, le fait que du coup, un seul Nembutsu pourrait être suffisant au niveau des mérites. Sous-entendu ici, si c'est récité juste avant la mort, qui n'est pas non plus l'interprétation de Shinran, mais c'est ce qui est un peu sous-entendu par Honen ici. Or, si le passage de l'accomplissement du vœu parle bien d'un seul Nembutsu, il n'expose pas le grand bienfait des mérites. Et si le passage sur le groupe inférieur parle aussi d'un seul Nembutsu, il n'expose pas non plus le grand bienfait des mérites. Donc là, on n'a pas le détail. En revanche, la citation du sutra au début du précédent chapitre explique cet unique Nembutsu comme le grand bienfait, tout en le louant comme étant insurpassable. Sachez que cette expression, cette interprétation s'applique aussi à l'expression un seul Nembutsu dans les deux autres citations. Là, il veut juste dire que tout est cohérent. On n'avait pas précisé avant de quels étaient les mérites qu'on gagnait, mais en gros, ici, on dit c'est un grand bienfait, c'est un grand mérite. L'expression grand bienfait est le contraire de un petit bienfait, c'est-à-dire que les pratiques diverses comme la pensée de l'éveil sont de petits bienfaits, tandis que l'expression un seul Nembutsu constitue le grand bienfait. Donc là, il remet en opposition les mérites apportés par les autres pratiques, telles que l'esprit d'éveil, ce qui ferait énormément cringer Mioé, là, qui est en bas, là. Si Mioé, il lit ça, d'ailleurs, il va lire ça et il va péter un boulon. Il va péter un boulon quand il va entendre dire que le Nembutsu est un grand bienfait, tandis que les autres éléments, notamment l'esprit d'éveil, est un petit bienfait. Il va péter un câble. Il va péter un câble. Il va écrire une réfutation complète, un livre pour réfuter, et après il va se dire not enough, not enough, et il va réécrire un deuxième bouquin. Voilà, il a littéralement pété un boulon. Mais bon, pour Honen ici, l'idée c'est de dire le Nembutsu c'est un grand bienfait. Les autres pratiques qui étaient citées avant, ce sont des petits bienfaits. En outre, l'expression mérite insurpassable est le contraire de mérite surpassable. Oui, bon, jusque-là on est d'accord. Le Nembutsu est insurpassable alors que les autres pratiques sont surpassables, on peut aller plus loin. Un seul Nembutsu est déjà, alors là c'est ça qui est intéressant par rapport à ce que j'étais en train de vous dire juste avant, par rapport à Shinran, un seul Nembutsu est déjà une accumulation de mérites insurpassables. Sachez que 10 Nembutsu font 10 accumulations de mérites insurpassables. Mais donc 100 Nembutsu font 100 accumulations insurpassables, 1000 Nembutsu, 1000 accumulations insurpassables. Cette gradation se poursuit du plus petit au plus grand. Si les Nembutsu sont aussi nombreux que les grains de sable du Gange, les mérites insurpassables seront à leur tour nombreux comme les grains de sable du Gange. Voilà comment cela doit être compris. Et donc, comme effectivement dit Quentin, quand tu récites 60 000 Nembutsu, c'est 60 000 fois des mérites insurpassables. Ce qui est assez rigolo de base, parce que des mérites insurpassables, ils ne peuvent pas être surpassés. Donc ils sont infinis. Or, techniquement, si mes maths sont correctes, 60 000 fois l'infini, c'est toujours l'infini. Bon, je joue un peu avec les mots, mais je fais mon mec du Jodo Shinshu là qui critique, mais 60 000 fois l'infini, c'est toujours l'infini, non? L'important, c'est l'infini, c'est les mérites insurpassables. Et donc, on voit ici à nouveau cet aspect quand même du calcul un peu personnel en disant, parce que ce qui n'est pas dit ici, mais ce qui est fortement sous-entendu, c'est que dans ces cas-là, si un Nembutsu, c'est une fois des mérites insurpassables, et que 10 000 Nembutsu, c'est 10 000 fois une accumulation de mérites insurpassables, récitez-le le plus possible. Et c'est comme ça qu'effectivement, et à juste titre, en lisant typiquement le Senjakushu, ce qu'on vient de lire ici, à juste titre, des disciples de Honen, autres que Shinran, vont mettre l'accent sur le nombre de Nembutsu par cette idée-là, en fait. De dire, mais c'est effectivement, tu accumules un nombre de mérites insurpassables. Et je ne reviens même pas forcément dans le détail sur cette idée que le Nembutsu effacerait les fautes, ou justement, il y a aussi cette idée de dire que si tu ne récites pas le Nembutsu au moment de la mort, tu risques de ne pas pouvoir effacer les fautes que tu as commises entre ton dernier Nembutsu et le moment où tu t'es pris un piano sur la tête. Ce qui est aussi un des aspects importants des enseignements des autres disciples de Honen à part Shinran. Mais voilà, on voit vraiment cette idée
de calcul de mérite en disant bah oui, du coup, ah ouais, si je le récite 100 000 fois, je vais réciter 100 000 fois des mérites insurpassables. Et Shinran, il te dirait bah oui, c'est des mérites insurpassables. Donc en fait, l'important, c'est déjà d'être tourné vers les mérites insurpassables, c'est-à-dire d'être tourné vers le Bouddha. Et ensuite, bah oui, tu récites le Nembutsu pour le remercier, mais en gros, c'est pas tes mérites insurpassables, gros. Hein. Rappelle-toi, ils sont pas à toi. Hein. C'est pas toi qui as généré les mérites insurpassables avec tes mérites tout pourris de Gugus normal là. Joe qui est allé au Carrefour ce matin là, t'as généré des mérites où quoi? Ils sont où tes mérites hein quand t'es allé faire tes courses au Carrefour? Bah non, il dit juste bah non, tes mérites, c'est les mérites du Bouddha en fait. Et ces mérites du Bouddha, t'auras beau réciter 100 000 fois le Nembutsu, c'est juste les mérites du Bouddha. L'important, c'est que tu sois tourné vers le Bouddha, que tu laisses, d'une certaine façon, ces mérites rentrer dans ta vie. Et derrière, c'est tout, c'est ça qui est important. C'est pas ton Nembutsu, il est pas magique, entre guillemets. Hein. Parce que sinon, il y a vraiment cette idée un peu magique du Nembutsu qui est plus tu le récites, plus tu gagnes des mérites. Ce qui est une interprétation qui existe, hein, je veux dire, qui est aussi valable qu'une autre, mais c'est pas l'interprétation à nouveau de Shinran. Alors, celui, en fait, là, ce serait juste de dire, bah, à nouveau, tu ne fais qu'exercer ton ego à te dire ah, je suis un bon pratiquant. Et aujourd'hui, j'ai généré tout plein de mérites, j'ai récité 10 000 fois le Nembutsu. Regardez comme je suis un bon pratiquant. Et en plus, il y a le risque derrière d'aller voir Joe à côté. Joe, mais t'as récité 1000 fois le Nembutsu aujourd'hui. Waouh, oh le mec, oh le glandeur. Waouh, le gars, il a récité 1000 fois le Nembutsu par jour. Alors à côté de ça, il est allé se prendre, allez, une petite binouse avec les copains. Il a eu le temps d'aller au karaoké. Et il a récité que 1000 fois le Nembutsu. Bah, on s'étonne. Voilà. C'est. D'ailleurs, salut Gulli, salut, courage à toi pour la réu. Chaud. Vous voyez un peu l'idée, quoi. Ça, à nouveau, ça recrée une gradation dans les pratiquants, une gradation dans les mérites. Ça ne fait que gonfler l'ego des gens. Enfin, ça peut être aussi, et à nouveau, là je critique un peu, mais ça peut être aussi une façon de rompre son ego par la récitation. Je dis pas que c'est forcément mauvais, hein. Je mets pas du tout blanc tout noir, mais pour Shinran, ça reste que quand même toujours quelque chose d'orienté vers je génère des mérites moi-même. Voilà. Là où il dirait, ben non, en fait, c'est pas tes mérites, quoi. C'est pas tes mérites, c'est ceux du Bouddha. Donc arrête de calculer. Arrête avec ta calculatrice, range cette calculatrice. Timothée, tu ranges cette calculatrice. C'est ça qu'il dirait. Par conséquent, pourquoi ceux qui aspirent à la naissance dans la terre pure rejetteraient-ils le grand bienfait insurpassable pour cultiver obstinément les autres pratiques dont les bienfaits sont petits et surpassables? Là-dessus, Shinran serait d'accord. Là-dessus, il n'y a aucun problème avec l'idée. Hein. Effectivement, oui. Par conséquent, du coup, pourquoi il serait d'accord? Je veux dire, par là, Shinran est entièrement d'accord avec le fait que le fait d'être tourné vers le Bouddha et de réciter le Nembutsu, c'est le plus grand des mérites que tu puisses avoir en tant que Gugus normal. Tout simplement parce qu'en fait, la logique aussi qu'il y a derrière chez Shinran, hein, c'est de dire que en tant que Gugus normal, dont il fait partie, hein, à nouveau, quand je dis toujours, quand Shinran parle de Gugus normal, il se met dedans, hein, et il va pas dire vous êtes des Gugus normaux, des losers, moi je suis au-dessus. Non, il se met avec les Gugus normaux. Et la logique de Shinran, c'est de dire tu peux pas générer réellement l'esprit d'éveil. T'es trop impur. En réalité, tu serais incapable de concevoir réellement toutes les implications qu'il y a derrière. Même si tu réalises des bonnes actions, il y a toujours derrière une part d'attache personnelle en disant ah, j'ai réalisé une bonne action, ça va me faire gagner des points de karma. Voilà, Shinran, pour lui, on est toujours un peu parasité par les poisons que sont l'avarice, l'ignorance, le désir, la colère, etc., etc. Donc en fait, pour lui, c'est tout simplement la raison pour laquelle il faudrait abandonner les autres pratiques qui génèrent, les autres pratiques dont les bienfaits sont petits et insurpassables, c'est que c'est même pas qu'une question du fait que ces bienfaits seraient qualitativement inférieurs au Nembutsu, mais c'est aussi tout simplement parce que pour Shinran, en tant que Gus normal, même si tu fais ces pratiques-là, elles seront corrompues par ta propre impureté, donc de toute façon, elles serviront à rien en fait. C'est même en elles-mêmes, elles ne serviront à rien. Si tu ne peux pas, pour Shinran, tu ne peux pas atteindre la naissance de la terre pure en générant, grâce à des pratiques qui sont d'une certaine façon corrompues par ton propre ego et tes propres envies, tes propres désirs, etc. Donc la seule solution, c'est de se tourner vers quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'on parle de pouvoir autre dans le Jodo Shinshu. Hein. Se tourner vers quelque chose d'autre qui est plus grand que soi, qui est pur, qui est le Bouddha Amida. Parce qu'au moins, ce n'est plus notre ego, ce ne sont plus nos propres poisons qu'on va essayer de convertir en quelque chose de bien.
Donc il y a vraiment une approche là-dedans qui est différente. C'est vraiment pas que l'aspect, comme on le voit ici, pas que l'aspect qualitatif des mérites. Il y a vraiment un aspect, enfin qualitatif de la valeur même de ces mérites pris par eux-mêmes versus le Nembutsu. Il y avait aussi cette idée du fait que de toute façon, si tu les génères, ces mérites, enfin si tu fais ces pratiques-là, elles seront corrompues, donc tes mérites, ils valent rien en fait. Voilà. Je vous montre, je vous remontre un petit passage, il faut juste que je le retrouve par rapport à ça pour illustrer, hein. C'est un passage que je vous avais mis. C'est un poème de Shinran dans lequel il parle de lui-même, où justement il parle un peu de ça, hein. Attendez, c'est. Est-ce que je vais trouver avec ça? Voilà, c'est ça. Hop, ah pardon, j'ai cassé. Voilà. Voilà. Hop, je vous le mets ici. Tac, tac, tac. Voilà. C'est des poèmes de Shinran, hein. Ça, c'est un poème qu'il écrit lui-même dans un de ses recueils, hein, dans le Shoujo Matsu Hasan, qui justement parle des différents âges du bouddhisme et le fait qu'on est dans l'âge qu'on appelle Mappo, hein, qui est la fin du Dharma. Et il explique ici: bien que je prenne refuge dans la véritable voie de la terre pure, il est difficile d'avoir un esprit vrai et sincère. Ce moi est faux et insincère. Je manque totalement d'un esprit pur. Chacun de nous, dans son apparence extérieure, fait semblant d'être sage, bon et dévoué, mais notre avidité, colère, perversité et tromperie sont si grandes que nous sommes remplis de toutes les formes de malice et de ruse. Il est extrêmement difficile de mettre fin à notre nature mauvaise. L'esprit est comme un serpent venimeux ou un scorpion. Notre accomplissement de bonnes actions est également empoisonné. C'est pourquoi notre pratique est qualifiée de fausse et vide. Vous voyez, ici, c'est vraiment ça dont j'essayais de vous parler, hein, juste avant. Le fait que même si on générait ces mérites, enfin ces pratiques qui génèrent des mérites, en réalité, parce que nos bonnes actions sont également empoisonnées par justement notre avidité, colère, perversité, tromperie, etc., notre pratique est qualifiée de fausse et vide, on ne peut pas réellement générer de mérite. Bien que je sois sans honte ni remords et que je manque d'un esprit de vérité et de sincérité, parce que le nom est dirigé par Amida, ses vertus remplissent les 10 directions. Et là, on rejoint vraiment ce que je disais juste avant, hein. Parce que le nom est dirigé par Amida, ses vertus remplissent les 10 directions. Ses mérites, ses grands bienfaits, c'est le fait que les mérites viennent d'Amida et pas de nous. Manquant même de peu d'amour et de peu de compassion, je ne peux espérer bénéficier aux êtres sensibles, c'est-à-dire je ne peux espérer gagner des mérites par moi-même pour les distribuer aux autres. Sans le navire du vœu d'Amida, comment pourrais-je traverser l'océan de l'existence douloureuse? Avec notre esprit plein de malice et de ruse, comme des serpents et des scorpions, nous ne pouvons accomplir de bonnes actions par notre propre puissance, et à moins de nous confier aux vertus dirigées par Amida, nous finirons notre vie sans connaître la honte ni le remords. Je crois que ce passage, c'est peut-être le plus clair par rapport à ce que j'étais en train de vous expliquer juste avant, hein. C'est vraiment ça, quoi. Avec notre esprit plein de malice et de ruse, comme des serpents et des scorpions, nous ne pouvons accomplir de bonnes actions par notre propre puissance, à moins de nous confier aux vertus dirigées par Amida. Nous finirons notre vie sans connaître la honte ni le remords. On est vraiment incapable de générer des mérites par nous-mêmes, et donc nous devons nous baser sur ceux du Bouddha Amida, sur ce qu'on appelle le pouvoir autre. Voilà. Alors, j'avais prévu de faire le chapitre d'après, mais si j'avais pas fait une digression de 20 minutes sur Duolingo, ça aurait peut-être été faisable. Mais là, du coup, vu l'heure, je vais pas rattaquer le chapitre d'après. Il est pas ultra, ultra long, mais bon, faut quand même prendre un peu le temps. Ouais, si, en vrai, faut prendre un peu le temps pour le faire. Et voilà. Bon, on en parlera la prochaine fois, hein. C'est le dernier chapitre sur le Sutra de vie infinie. Et en fait, c'est un chapitre qui parle du fait que, eh bien, les enseignements bouddhistes vont finir par disparaître au bout d'un temps. Le bouddhisme est autant sujet à l'impermanence que tous les autres phénomènes. Donc au bout d'un moment, il va finir par s'épuiser. Et vraiment, c'est toujours cette idée-là, hein. On prend l'image de la roue qui tourne, hein. Quand le Bouddha arrive dans le monde, il fait tourner la roue des enseignements, il la met en mouvement, mais cette roue, par son inertie, va finir par ralentir et par s'arrêter. Et en fait, au moment où elle s'est arrêtée, eh bien, normalement, les enseignements bouddhistes vont finir par disparaître. Et il y a quelque chose dans le Sutra de vie infinie qui explique que, eh bien, le Sutra de vie infinie, et donc par extension le Nembutsu, sera spécialement conservé après la disparition de la loi bouddhiste. Ce qui est du coup, pour Honen et pour Shinran également, un gage du fait que, eh bien, cette pratique et ce sutra sont spéciaux et sont au-dessus des autres sutras dans la fameuse tier list des sutras.
Voilà. Bon, du coup, un live un petit peu plus court, mais ouais, ça vaut pas le coup vraiment que je rattaque la suite. Ça va faire. J'aurai de toute façon pas le temps de beaucoup avancer. J'espère que c'était quand même intéressant. Là, c'est vrai que j'ai été un peu plus critique, on va dire, parce que c'est vraiment sur ce genre de points spécifiques qu'on voit la différence entre l'interprétation de Shinran et l'interprétation, en tout cas qui est donnée ici par Ronen et qui va être suivie assez littéralement par ses autres disciples. On voit là où Shinran s'écarte un peu de tout ça, où Shinran il a vraiment cet aspect qu'on va appeler du pouvoir autre, euh, mais assez radical. Un pouvoir autre radical, un taliki, par rapport à ce pouvoir autre qui est un peu plus tiède qu'on peut retrouver dans justement ces autres branches de la Terre pure, où effectivement on récite le Nembutsu, c'est le Nembutsu qui est important, mais il y a toujours cet aspect personnel qui rentre en ligne de compte, alors que là, avec Shinran, on est vraiment dans le pouvoir autre radical. Voilà.